Merci. Ok, WhatsApp. Vous pouvez m'envoyer aussi le lien et... Ouais, oui, oui, oui. Et moi, la présentation. Ok. Ça va, oui, merci. Merci, merci. Allô. Salut. Euh, j'ai des problèmes de son. Ah, alors, attends, va dans la petite. Là, ça va, mais c'est juste que mon ordinateur n'a pas de... Genre, les haut-parleurs ne fonctionnent pas, du coup, j'ai mis ça. Ah bon? Ouais, Ça, c'est bizarre. c'est bizarre, ouais. Parce que normalement, t'as les. Et là, t'entends. Et on t'entend quand tu parles. Et normalement, ils sont censés, mais là, je me suis connectée avec mon truc et je les envoie ici. Tu l'avais vu? Le... La Ouais, V2 oui, du PowerPoint. ouais. Oui, C'est je marqué l'ai V2 ouvert. de votre part. Ouais. C'est Oui, oui. comme Bon. c'était, paraît-il, mon anniversaire dernier, j'ai apporté ça. Bon, bah merci en Et tout c'est pas cas. moi qui les ai fait. Ouais, d'accord. Dans comment? Là, B2. Voilà. C'est bon? Ouais. Hop.
Bonjour Madame Belay, vous allez bien? Ça va et vous? Oui, 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 merci d'être parmi nous. Madame Bach, bonjour, Bonjour François, vous vous allez allez bien? bien? Ça va? Par contre, c'était à 13h30. Oui, Bon, j'ai pas eu le temps de manger, je vais vite avaler un morceau et je reviens. Ok? très bien, à tout de suite. Allez, à tout de suite, merci. Bon, je fais là, voilà.
Bonjour. Bonjour. Écoutez, je vous propose d'ici une minute ou deux de commencer ce webinaire. On va laisser encore peut-être le temps aux retardataires de nous rejoindre et puis on commencera donc les échanges. Une petite minute donc. Allô, bonjour, vous me recevez? Bonjour. Ah, je pensais que j'avais un problème de son. Allez, ben, bonjour à tous. Allez, je vous propose donc de commencer ce webinaire. Déjà, bonjour à tous. Je me permets de me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Nathalie Barthes, je suis directrice du Gérontopole Aura, mais également chercheur en sciences humaines et sociales. Et autour justement du parcours de la personne âgée et évidemment de l'écosystème et notamment des professionnels de santé qui vont nous intéresser aujourd'hui. Alors en tout cas, bonjour à tous et bienvenue lors de ce premier webinaire sur la question de l'attractivité des métiers, qui est un axe à part entière de l'activité du Gérontopole Aura. Webinaire qui va donc poser des questions autour des compétences des professionnels du grand âge. Alors, juste une toute petite introduction pour remercier évidemment l'équipe du Gérontopole Aura qui se sont mobilisés pour la préparation de ce webinaire. Je remercie en particulier Elsa Laguet et Jansu Seden qui sont toutes deux référentes donc, du projet Healthcare autour de l'attractivité des métiers et donc dans le cadre du Gérontopole Aura. Très rapidement, petit rappel sur le sommaire, une introduction donc. Ensuite, nous aurons donc une table ronde avec trois de nos invités que j'aurai l'honneur de vous présenter ensuite. Et puis, bien entendu, la place aux échanges, si possible via les interactions et possiblement les questions que vous pourrez poser sur le chat. Alors, n'hésitez pas à réagir tout au long, évidemment, de ces présentations. Et puis, bien entendu, nous conclurons ces échanges. Peut-être juste une petite précision sur le fait que ce webinaire est enregistré et sera également ensuite disponible sur le site du Gérontopole et potentiellement disponible justement en replay. En introduction, je vous propose simplement de peut-être recontextualiser un petit peu cet échange. Pourquoi aujourd'hui nous nous attardons sur ces questions des compétences? Il faut savoir que 2023 est pour l'Union européenne l'année des compétences. Clairement, l'objectif affiché est d'identifier les écarts de compétences au sein donc, de l'Union européenne et puis clairement de stimuler une stratégie européenne en matière de formation dans l'objectif, bien sûr, de penser la requalification des professionnels et notamment en matière de compétences, de nouvelles compétences. Et on verra tout à l'heure avec un zoom potentiellement sur les compétences écologiques et entrepreneuriales. Alors, c'est également dans le cadre, comme vous pouvez le constater, du projet Healthcare 2.0 que nous organisons donc ce webinaire. Et concrètement, au-delà de cette année européenne des compétences, c'est bien la semaine des compétences du 23 au 29 octobre.
Donc, l'objectif, c'est bien entendu de vous présenter très rapidement le projet Healthcare qui commence cette année pour une durée de 4 ans. Et bien sûr, de valoriser un petit peu tous les efforts qui se font en matière de formation et d'attractivité des métiers. Alors, je vous propose peut-être en introduction une petite vidéo. Pour ça, j'ai besoin de partager mon écran. Hop. Allez. J'espère que ça fonctionne. Voilà, on s'arrête ici. Voilà, c'était simplement un titre d'introduction pour rentrer dans le vif du sujet autour donc, du projet Healthcare 2.0 qui, comme vous avez pu le voir, a pour objectif de redéfinir les compétences professionnelles suite notamment à la période Covid, et ce, évidemment, à l'échelle européenne. Concrètement, l'ambition, c'est un projet de formation, évidemment adapté aux spécificités du métier du grand âge, autour justement de 17 partenaires de l'Union européenne. En quelques mots, alors vraiment quelques mots, hein, c'est vraiment pour vous resituer, et puis bien entendu, le Gérontopole Aura reste à votre disposition pour échanger sur ce projet. Le projet Healthcare 2.0 rassemble donc 18 partenaires que vous voyez ici sur votre droite, dans 9 pays européens. Et il se trouve que donc pour la France, nous travaillons, le Gérontopole Aura, aux côtés de la FNACPA, qui est un acteur référent également de ce projet. Alors, ce projet fait suite à un premier projet qui s'appelait Healthcare 1, qui a notamment mis en évidence des inéquations en termes de compétences et en lien justement avec les métiers en mouvement, en lien avec le contexte du vieillissement de la population. Alors, Healthcare 2 a clairement un axe orienté sur des nouvelles compétences, comme je le disais tout à l'heure, écologiques et entrepreneuriales, avec une volonté de mettre en lumière aussi les évolutions des métiers, et notamment suite à la période Covid, qui a d'autant plus mis en évidence les besoins en compétences et les besoins en formation. Avec un objectif très pragmatique qui est donc une formation en ligne pour renforcer les compétences des professionnels de la gérontologie. En termes d'objectifs, c'est ce que vous pouvez voir ici, c'est évidemment ces dimensions européennes, hein, mais c'est évidemment de rendre plus attractifs les métiers du grand âge. C'est clairement affiché ainsi, plus attractif et plus accessible, et ce, évidemment, à l'échelle européenne. C'est évidemment d'optimiser la prise en charge des personnes âgées, et notamment en renforçant les collaborations entre les acteurs de terrain et justement les organismes de formation. Et puis, bien entendu, de monter en compétences, de participer à cette montée en compétences des acteurs de terrain, surtout à partir des besoins qui ont été formulés en termes de compétences et, comme je vous le disais, suite à la crise Covid. Concrètement, c'est un besoin, une nécessité de mettre à jour des compétences des soignants et des acteurs de proximité, hein, parce que ce n'est pas uniquement associé uniquement au secteur du soin, en mettant justement sur le long terme en place donc, une stratégie de formation. Alors, pour finir cette introduction, je voulais simplement faire un petit zoom quand même sur le Gérontopole Aura pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Le Gérontopole Aura est un centre de recherche, de ressources, d'expertise qui a pour ambition d'agir sur 3 volets. Concrètement, celui de la recherche, clairement, accessible également à l'ensemble des professionnels, bien entendu, mais aussi à l'ensemble, à la population cible et à l'ensemble de son
écosystème, donc un centre de ressources via des méthodologies de recherche à la fois qualitatives et quantitatives. C'est aussi un lieu de convergence et de concertation, et notamment cette volonté de fédérer les acteurs dans le champ de la gérontologie. Encore une fois, vous pouvez le voir, nos terrains d'action étant le plus large possible, du milieu hospitalier, du soin, mais aussi celui du social et du médico-social, en passant par les entreprises, et j'y viens, un troisième volet, un troisième levier, avec justement une volonté d'accélérer, d'être catalyseur d'innovation et de solutions à travers notamment l'accompagnement des porteurs de projets dans le champ de la silver economy. Donc le Gérontopole Aura, en quelques mots, c'est la recherche, c'est de l'animation de réseau, c'est de la formation, c'est de la valorisation des actions et c'est aussi de la vulgarisation scientifique et notamment au plus proche des professionnels. Peut-être avant de laisser la place à la table ronde et aux différents échanges qui vont venir, le Gérontopole Aura, justement, s'investit clairement sur le volet formation et attractivité des métiers, puisqu'il en a fait un de ses axes stratégiques. C'est une question évidemment assez brûlante, si j'ose dire, pour le secteur du soin, ce volet attractivité des métiers, et notamment dans le champ de la gérontologie. On a clairement identifié que justement cette pandémie de Covid-19 a clairement bousculé un petit peu ce secteur, a clairement identifié des problématiques de terrain, clairement identifié des besoins et évidemment une montée en compétences dans le champ de la prise en charge de nos aînés. Alors, je pense qu'on reviendra clairement dans ces discussions de façon très pragmatique, mais clairement, qu'est-ce que c'est? C'est le manque de personnel, c'est le constat d'un turnover, c'est le recours aux faits en fonction dans les institutions. Tout ceci, finalement, comme enjeu dans le secteur du soin à la personne âgée. Dans le cadre de LDCare 2, clairement, qu'est-ce qui est le Gérontopole s'investit en particulier sur cette dimension recherche et diagnostic. Son objectif, c'est de définir donc une stratégie de valorisation et de requalification donc, des compétences. Et c'est clairement également d'être acteur de la recherche en utilisant une méthodologie mixte qualitative et quantitative, tout en s'inspirant évidemment des états de l'art et des spécificités de chaque pays. Alors, notre équipe est chargée dans ce volet-là de la coordination des équipes au niveau national, européen, et aussi, donc, bien entendu, de faire état d'un rapport européen visant à identifier les différents profils de professionnels de la gérontologie. Alors, j'en ai fini pour l'introduction, si j'ose dire. Et donc, je vais à présent laisser la parole à nos trois intervenants qui vont composer donc cette table ronde. Donc, je remercie en particulier Madame Belay qui nous vient du campus des talents du côté d'Aesio et Santé et qui va pouvoir nous parler avec cette casquette d'organisme de formation. Madame Belay, je vous laisserai évidemment vous présenter si vous le souhaitez. Il y a également donc, le professeur Célarié, Thomas, qui est chef de pôle et chef de service en gérontologie clinique du CHU de Saint-Étienne, qui va nous apporter évidemment son approche terrain, à la fois avec cette casquette hospitalière, mais aussi avec la connaissance du terrain, du champ du médico-social. Et puis, je remercie enfin Pauline Goodfard, qui est doctorante chez nous au Gérontopole Aura sur la thématique de l'agisme et qui va peut-être pouvoir un petit peu apporter on va dire, un regard, une prise de hauteur, ou en tout cas, considération donc, plus globale de cette question d'attractivité des métiers dans le parcours de soins des personnes âgées. Est-ce que tous trois êtes bien présents? Je vais peut-être... Oui, je suis bien là. Oui, Nathalie. Vous êtes là, Madame Belay. Parfait. Professeur Célarié Je l'ai vu, va Thomas. se rejoindre à nous, certainement, et Pauline Goodfard. Très bien. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser la parole avec finalement cette première question qu'on a soulevée en préparant cette table ronde. Nathalie, vous m'entendez, moi? Ah, oui, c'est bon, on vous entend. Ok, ce que je comprenais pas, quand j'ai allumé mon micro, ça m'a déconnecté.
Désolé. Ah, ben écoutez, c'est bon, vous êtes là, c'est parfait. Merci à vous pour votre présence. Ben écoutez, je vais lancer un petit peu donc, cette table ronde autour de cette première question. Bien entendu, hein, comme évoqué en introduction, vous pouvez réagir dans le chat. Crise sanitaire, démographie, scandale, à quel enjeu les professionnels du soin font-ils face? Je ne sais pas, Madame Belay, si vous voulez commencer un petit peu les échanges sur cette première question. Oui, alors je vais peut-être vous préciser qui en est le Campus des Talents. Oui. Donc, le Campus des Talents, nous sommes un organisme de formation qui est porté par les 3 membres du 3 groupements du groupe Aesio Santé. Donc, le groupe Aesio Santé, c'est 5100 collaborateurs qui sont répartis dans 200 établissements et qui sont présents sur 4 filières, la filière médico-sociale, la filière sanitaire, la filière biens et services et la filière distribution. Donc, on est un organisme de formation certifié Calliope et on propose de la formation à la fois aux professionnels donc, du groupe, mais aussi à l'externe, puisque chaque année, on a des professionnels de différents établissements de santé et soins qui viennent chez nous pour se former. Donc, nos formations sont des formations métiers plutôt courtes, hein, qui vont d'une demi-journée à 6 jours, avec en majorité une population d'AS et d'IDE qui viennent monter en compétences en suivant nos actions de formation qui sont dispensées en majorité par les collaborateurs du groupe, mais aussi par des experts externes qui viennent donc animer des actions de formation. Alors, c'est vrai que depuis quelques années maintenant, on est heurté à différentes problématiques qui ont fait évoluer en fait de fait nos actions de formation. On peut parler à la fois de besoin de remobilisation sur l'attractivité de nos métiers et le fait de se pencher plus sur le transfert de compétences qu'il peut y avoir et les passerelles qui peuvent être mises en place entre les métiers pour pouvoir permettre des évolutions de carrière et arriver à redynamiser et remobiliser en fait les personnels. On peut parler aussi des évolutions des métiers du domicile qui se transforment et qui font que nos collaborateurs vont avoir besoin de compétences et d'outils pour accompagner au mieux les seniors chez eux sur des formations très pratico-pratiques sur les différentes maladies neurodégénératives auxquelles on peut être confronté, les troubles cognitifs, les pathologies psychiatriques de la personne âgée. Voilà, enfin, on va avoir besoin de faire monter en compétence ces équipes en fait qui vont être confrontées à une évolution de la population qui reste à domicile et qui ont besoin d'être outillées pour comprendre en fait ces fonctionnements. On a également besoin de faire face à cette sanitarisation de nos établissements qui font que là aussi, il faut faire monter en compétence sur ces besoins de sanitarisation de nos établissements. On a bien évidemment la santé numérique qui est venue impacter en fait les pratiques de nos professionnels et pour lesquels on doit absolument accompagner le développement de compétences de nos salariés sur le numérique en santé, puisque ça fait partie des outils qui sont utilisés au quotidien et pour qu'on puisse avoir une meilleure digitalisation de nos pratiques, il faut qu'on puisse arriver à les accompagner. C'est pour ça qu'on met en place des formations, par exemple, sur la télémédecine, téléconsultation. Voilà. Et puis, on est actuellement en train de développer un programme à Aesio Santé sur l'accompagnement des aidants, puisque on a besoin on ressent le besoin en tout cas de faire monter en compétence nos équipes sur l'accompagnement de ces aidants qui arrivent dans nos établissements. Donc, c'est un axe aussi majeur de formation qu'on propose. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. On est aussi, nous aussi, sur un projet européen, le Campus des Talents. On est en train de répondre, enfin, plus que répondre, puisqu'on a été retenu, on a été positionné sur un projet européen pour accompagner les managers, dirigeants
sur les évolutions du management en lien avec ces évolutions 5.0 qui sont la prise aussi en compte des différents impacts écologiques, humains qu'on peut avoir dans nos organisations et qui bougent nos pratiques. Donc, les enjeux, ils sont très nombreux, très divers. On essaye de les prioriser avec les remontées de terrain de nos collaborateurs. Mais voilà, Merci. rapidement, en fait, voilà, un panel de ce qui peut être proposé, en tout cas par le campus pour le moment. Merci, Madame Bellet, pour votre intervention. Alors, en effet, il y a des axes, on voit en effet tout le champ riche et tous les volets finalement à mobiliser autour de ces enjeux. Alors, j'ai noté à la fois la question des différents publics, vous parlez d'aidants, de managers, de différents professionnels, et puis évidemment, tout ce qui touche finalement de nouvelles compétences. Alors, sans être exhaustif, évidemment, la santé numérique, vous avez parlé des métiers du domicile également, et tout ça dans une évolution, dans une perspective d'attractivité du métier et d'évolution de carrière. Voilà, on voit à peu près, en effet, les enjeux qui sont à la fois évidemment très concrets de terrain, mais aussi plus largement finalement sur la façon dont se dessinent finalement les métiers de la gérontologie de demain. Professeur Salarié, est-ce que vous avez des réactions potentiellement à ça? Pour vous, quels sont les enjeux très concrets à la formation des professionnels de terrain? Après, les enjeux ultra concrets, c'est des enjeux de... Ah, on vous a perdu. Ou c'est que moi? Non, écoutez, je crois qu'il a eu un petit problème de connexion. Peut-être, Pauline, tu peux prendre le relais sur cette question? Oui, je vais prendre le relais en attendant peut-être que le professeur Salarié nous rejoigne. Je le revois. Ah, Oui, le revoilà. on vous entend. Je ne sais pas pourquoi ça me déconnecte, je suis désolé. Allez-y, on Oui, vous alors, écoute. moi, l'enjeu de taille, en fait, c'est un enjeu pragmatique de terrain. C'est-à-dire que actuellement, on va prendre sur le secteur hospitalier, j'ai 35 lits de gériatrie de fermés par manque de personnel. Il y a des secteurs entiers d'EHPAD qui n'ouvrent pas complètement leurs lits par manque de personnel. Il y a le secteur du domicile qui ne peuvent pas pourvoir toutes les heures prescrites par le plan d'aide APA par manque de personnel. Et je ne vous parle pas en période de vacances, où là, c'est encore plus compliqué. Et donc, ça veut aussi dire que non seulement on a un problème d'accès aux soins, parce que ça veut dire qu'un patient qui doit être hospitalisé, s'il y a moins de lits, eh ben, il a un problème d'accès aux soins. Ça veut dire aussi qu'on a un problème de sortie de nos structures pour des SSR qui ont fermé des lits par manque de personnel, pour des domiciles, parce qu'on nous dit il faut favoriser le maintien à domicile, mais si les structures d'aide à domicile ne sont pas en capacité d'encaisser plus de nouveaux patients à prendre en charge, on est en difficulté. Et puis l'autre enjeu, c'est qu'on décourage les gens qui ont la gériatrie ancrée en eux avec la qualité du soin, parce que forcément, ça engendre une dégradation, soit par manque de personnel, soit parce qu'on travaille avec du personnel qui est moins bien formé, et on fait fuir, parce que vous parliez des talents tout à l'heure, mais on fait fuir les talents en faisant ça, parce qu'en fait, on ne garde pas forcément les meilleurs. On a plutôt ceux qui sont un peu, on va dire, en difficulté, finalement, que ça se passe bien ou mal au travail, ils s'en moquent un petit peu, mais par contre, les gens le personnel qui aiment la gériatrie au plus profond d'eux-mêmes, de voir cette dégradation, ça les désespère. Merci Thomas pour ce retour de terrain. En effet, les enjeux ils sont présents, mais surtout aussi c'est potentiellement la démotivation que vous identifiez des gens qui potentiellement sont dans leur pratique. Et un autre élément, c'est vrai que j'ai complètement oublié, c'est qu'on fait fuir les talents aussi
parce que du fait que de manque de personnel, on ne peut plus permettre au personnel en place de partir en formation. Et ça, c'est aussi un peu désespérant. On fait des plans de formation, etc. On valide les formations, et puis au final, on leur dit, bah non, désolé, mais tu pars pas, il faut que tu sois dans le service, etc., etc. Donc, ils perdent en compétences, et surtout, ils ont l'impression que leur seul rôle, c'est d'être au lit du patient, alors que leur rôle, c'est aussi d'améliorer leur formation pour apporter des nouvelles techniques d'accompagnement, les thérapies non médicamenteuses, etc. Moi, je rêve de pouvoir former beaucoup plus de personnes à la gestion du snozelen ou à la réalité virtuelle. Et en fait, on ne peut même pas les envoyer se former au toucher relationnel et toutes ces thérapies qui sont fondamentales dans la prise en charge gériatrique. Et ben, on ne peut pas. On ne peut clairement pas. Oui, donc là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, hein, parce qu'on est en train de réfléchir justement aux nouvelles compétences. Encore faut-il que les soignants puissent justement bénéficier de ces formations. Pauline, peut-être une vision un peu plus globale de ce qui vient de dire, ou un complément? Oui, alors je m'excuse, je ne vais pas rallumer ma caméra parce que j'ai l'impression que ma connexion bug beaucoup. Donc je vais éviter de surcharger. Mais je ne vais pas revenir sur ce qu'ont déjà dit Madame Belay et les professeurs Sélarié, mais si on fait un zoom sur la gérontologie plus précisément, et au vu des dernières évolutions et des dernières crises comme la Covid-19 qu'on a connue par exemple, on sait que les grandes crises contemporaines et la transition démographique impactent en fait négativement la vision du vieillissement dans nos sociétés occidentales et peuvent conduire à des formes d'agisme. Et on associe bien trop souvent vieillissement et dépendance. Et justement, pour faire le lien avec les nouveaux enjeux des professionnels du soin, mais plus largement de la gérontologie, on sait que dans les recherches, déjà la société a une vision négative du vieillissement, mais les professionnels du soin ont une vision encore plus négative que la population générale du vieillissement. Je pense à une étude du professeur Adam où 74% des mots qu'ont exprimé les professionnels soignants en pensant à une personne âgée étaient à connotation négative. Et bien cette vision négative du vieillissement, elle entraîne des formes d'agisme qui bien souvent sont bienveillants, mais qui sont néanmoins néfastes pour la santé. À l'exemple de l'elder speak, par exemple, le parler petit vieux, qui a des impacts sur les capacités langagières des personnes. Et donc, tout ça pour dire que les récentes évolutions, la crise sanitaire, la Covid-19, la transition démographique, les scandales aussi des EHPAD, amènent aussi à construire petit à petit cette vision négative du vieillissement chez le tout public, mais plus particulièrement également chez les soignants. Et donc, il est nécessaire pour les soignants et les professionnels en gérontologie de manière plus large, d'être mieux formés à la pluralité des vieillissements. Mais il me semble que la question de la formation sera abordée peut-être par la suite. Donc, j'aurai l'occasion de revenir dessus. Merci, Pauline. En effet, alors en effet, on remarque bien que les enjeux des professionnels de soins sont nombreux et éminemment très en lien avec le contexte. Bon, il se trouve qu'on parle post-Covid, mais que ce besoin de former les professionnels est existant, bien entendu. Encore faut-il, comme vous l'indiquiez, professeur, que les formations soient accessibles à l'ensemble des professionnels. Il y a également toute cette dimension prévention aussi qu'on voit qui est de plus en plus, de plus en plus important dans le parcours de prise en charge des personnes âgées et qui reste aussi évidemment tout un volet à appréhender à travers les professions du grand âge. Je vous propose peut-être de passer à la seconde question qu'on a identifiée et que je me propose justement de mettre à la discussion auprès de nos trois intervenants. Alors, il y a en effet un manque de personnel, potentiellement justement de nouveaux rôles qui sont imputés aux uns et aux autres, et quoi qu'il en soit, des organisations qui émergent sur les territoires et dans les structures. C'est la question justement des faisans en fonction, potentiellement du rôle des aidants.
Et donc, on en vient finalement à poser cette question, finalement, quels sont les profils des professionnels de demain et comment doivent s'adapter du coup les structures qui les accueillent. Madame Belay, peut-être, si vous voulez réagir sur cette question. Oui, alors, quel profil pour les professionnels de demain, suite à cette crise sanitaire qu'on a vécue, il est certain qu'on a vu l'importance en fait d'arriver à développer des passerelles entre les métiers, à permettre donc de décloisonner en fait ces filières qu'on pouvait avoir et à essayer voilà, de faire monter en compétences, de se pencher sur l'évolution de carrière de nos salariés. Alors, c'est pas toujours facile, ça demande de l'accompagnement. On se penche justement sur tout ce qui peut être l'accompagnement sur les démarches de VAE. C'est un des projets du campus. Voilà, mais voilà, il faut se pencher sur ce glissement positif des compétences et arriver à proposer un accompagnement au sein du service formation pour aller vers ces démarches qui peuvent être très lourdes et très décourageantes pour les salariés. On est quand même sur une lourdeur administrative et un besoin oui, de prendre du temps. C'est vite décourageant un projet de passerelle de VAE. Donc, c'est l'un de nos enjeux aussi, d'arriver à accompagner les salariés sur ce glissement de compétences. Professeur, vous voulez réagir? Alors, quel profil pour les personnels de demain? Donc, ça veut dire en effet qui déjà en poste je peux accompagner, ça vous y avez répondu, Madame Belay, mais ça veut aussi dire comment faire en sorte que quand j'ai 100 étudiants qui attaquent une école infirmière, j'en ai pas que 65 ou 70 qui finissent. Et donc, il y a aussi une question politiquement incorrecte qui est de se demander si l'outil Parcoursup est le bon outil. Parce que, a priori, j'allais dire non. Il y a 10 ans, alors on va me dire oui, mais la société a changé, etc., etc. Mais mine de rien, il y a 10 ans, il n'y avait pas Parcoursup et on n'avait pas 30% d'abandon au cours des études d'infirmière. Donc moi, je me pose pour de vrai la question, doit-on pas sortir certains métiers du soin de Parcoursup avec des vrais entretiens physiques pour s'assurer qu'on ne passe pas à côté de personnes qu'on n'aurait pas pris sur Parcoursup, mais qui seraient motivées, versus prendre des personnes qui sont là parce qu'il y a de la lumière. Parce que ces personnes qui sont là parce qu'il y a de la lumière, généralement, soit elles ne vont pas au bout, soit quand elles ont fini leurs 3 ans d'études infirmières, vont enchaîner sur un master 2, un doctorat, etc., etc. Alors c'est très bien, nous on en a au Gérontopole et c'est des personnes de qualité, mais mine de rien, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infirmiers. Je suis désolé, je me passe sur le focus des infirmiers parce que je connais un peu leur parcours, qu'on perd en route de leurs études ou qu'on perd juste après leurs études. Et il faut vraiment se poser la question de comment éviter ça, parce qu'on ne peut pas se dire on a besoin de 6 000 étudiants infirmiers et au final, il n'y en a que 4 000 qui sortiront de l'école. Ce n'est pas possible. Oui, tout à fait. Une vraie réflexion, encore une fois, sur l'attractivité du métier. Encore faut-il l'exercer, parce que c'est vrai qu'il y a des formations, en effet, comme infirmière, qui voient le temps de pratique post-formation diminuer à vue d'œil, ce qui pose en effet des problèmes et des questionnements autour justement de l'énergie dépensée dans les formations qui finalement ne se concrétisent pas ensuite sur les terrains. Pauline Goudfard, peut-être votre réaction sur ces profils? Oui, alors moi je suis moins au cœur du terrain que les deux autres intervenants. Mais effectivement, en fait, la société, elle est en perpétuelle évolution, donc on prend pas en soin, on prend pas en charge aujourd'hui comme on le faisait hier. Et pour la question du vieillissement, c'est encore plus vrai. On voit par exemple un bon nombre de nouvelles structures d'accueil pour personnes âgées qui voient le jour.
sans vouloir être forcément des alternatives aux EHPAD. C'est surtout l'idée d'offrir un nouveau type d'habitat, de service pour d'autres profils de personnes. Et donc, de fait, ça vient modifier les pratiques professionnelles. Ça demande aux professionnels aussi de s'adapter, parfois de nouveaux métiers avec de nouvelles compétences en face, de manière très récente. Donc, et puis plus largement, il faut peut-être penser à la coordination de tous ces acteurs qui s'étendent progressivement et finalement se demander comment on peut assurer le lien et la coordination des acteurs pour penser le parcours de soins des personnes âgées ou non d'ailleurs. Et ça me fait penser, notamment pendant la crise Covid, une étude qui avait été menée au Gérontopole sur l'adaptation des soignants aux nouvelles compétences et à la nouvelle organisation qu'ils ont dû développer très rapidement. Et donc, on voit bien que le contexte dans lequel on se trouve oblige les professionnels à se réadapter sans cesse, à développer de manière implicite ou inconsciente ou non formelle de nouvelles compétences. Mais effectivement, ça nécessite bien souvent un accompagnement. C'est ça, tout à fait. Merci à vous. C'est vrai que l'ensemble de vos réactions font enfin, naturellement penser finalement au recrutement et en fait au profil de personnes, entre guillemets, à recruter. On a parlé essentiellement des étudiants. Finalement, pour répondre à cette pénurie et répondre possiblement à ce manque de personnel, quels sont les professionnels ou du moins les acteurs ou les personnes de la société civile qui pourraient finalement devenir effecteurs de la prévention ou en tout cas pourraient devenir des acteurs au chevet donc des personnes âgées, que ce soit dans le champ du soin que dans le champ du domicile. Je pense évidemment aux étudiants qu'on a évoqués, mais potentiellement aux demandeurs d'emploi, potentiellement les personnes en reconversion. Quelle stratégie adopter? Est-ce que ça a du sens finalement? Est-ce qu'il existe justement des formations adaptées justement pour répondre aux problématiques de terrain? Est-ce que ça, vous vous en êtes confronté au quotidien, professeur, dans vos services ou dans les EHPAD que vous accompagnez? Je suis désolé, j'ai une coupure de son. Tu peux redire la phrase? Concrètement, c'était est-ce qu'on a à qui on a concrètement recours sur le terrain de façon pragmatique dans les établissements pour faire face à la pénurie des salariés, des soignants, que ce soit dans les établissements ou à domicile. J'allais dire que dans les structures de soins, on passe par de l'intérim et puis par de la fermeture de lits. Voilà. Ouais. En fait, on réduit le nombre de besoins en fermant des lits, chose qui n'est pas possible dans les EHPAD, où un certain nombre d'EHPAD font à mon avis, faire des soins d'AS à nos ASH, et donc on va dire des déviations de tâches. Voilà. Et pareil, dans les auxiliaires à domicile, je pense qu'il y a un certain nombre d'emplois étudiants qui permettent de passer le cap l'été. Est-ce qu'il y a les compétences? La réponse, pour moi, elle est clairement non. Donc, on est aussi sur ce chat qui se mord la queue, où plus on fait ça, plus on décourage les gens formés et compétents et investis à rester. Mais voilà, après, alors, je ne sais pas s'il y a des agences d'intérim autour de la table, hein, mais euh, l'intérim n'est pas non plus la solution idéale parce qu'on a quand même là aussi du personnel qui sont pas investis et qui, des fois, n'ont pas été conservés dans des structures de soins. Donc, on a quand même en intérim du personnel qui est des fois un petit peu limite. Voilà. Après, j'ai vu euh, quelqu'un réagir en disant qu'il faut euh, former en fonction du besoin de l'offre, oui, mais en fait, on a des besoins à la maison, au domicile, on a des besoins en EHPAD, on a des besoins en prévention, on a des besoins en SSR, on a des besoins en hospitalier, on a des besoins, euh, je pense,
à pourvoir de partout, mais vraiment de partout. Et je suis un peu inquiet du choc démographique à venir qui n'est pas anticipé au niveau du volume de soignants pour ce choc démographique. Hmm. Merci à vous. Professeur, peut-être, je vois qu'il y a une question également qui rejoint un petit peu nos échanges. N'y a-t-il pas un problème de rémunération à leur juste valeur de tous ces professionnels dans la question de l'attractivité? Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut Alors moi, réagir à... moi, je veux bien répondre et puis je laisserai aussi des directeurs répondre. Oui, on peut dire qu'il y a un problème d'attractivité, mais il y a eu le Ségur. Le problème, c'est que toutes ces structures, en particulier médico-sociales, savez-vous qu'elles ont été, on leur a demandé d'appliquer le Ségur sans leur le financer. Donc c'est comme si ils ont pas le droit d'augmenter la facture. Donc, à un moment donné, on est en train de mettre toutes ces structures euh, en déficit majeur avec aucune compensation à l'euro du Ségur. Donc oui, on peut dire qu'il y a un problème d'attractivité financière, mais au final, qui paye? Est-ce qu'on est tous d'accord pour qu'on augmente nos impôts pour augmenter les salaires des soignants? Et est-ce qu'on s'assure qu'il y a une compensation à l'euro? Et moi, je le vois sur le CHU de Saint-Étienne, on n'a pas été compensé sur le long séjour, à la différence du court séjour, sur le Ségur. Et je crois qu'il y a un certain nombre de directeurs d'EHPAD ici, et je leur laisse la parole, mais les EHPAD sont en difficulté financière actuellement majeure, et c'est pas que la crise en Ukraine et l'inflation. Hmm. Merci, professeur. On donnera peut-être la parole, évidemment, directeur d'EHPAD s'ils sont présents. Ensuite, je vous propose simplement peut-être de passer à notre dernière question et puis ensuite vraiment de rebondir sur les questions qui émanent du chat. Notre dernière question, finalement, c'est la formation. Hein, face à tout ce qu'on vient de se dire à présent, quel est l'avenir de la formation? Ça rejoint clairement les problématiques évoquées. Et comment finalement les organismes de formation peuvent s'adapter à ces évolutions de contexte. Madame Belay, peut-être? Alors, ça fait déjà plusieurs années qu'on est dans la digitalisation des actions de formation. Alors, c'est pas une réponse à toutes les problématiques, loin de là. C'est un outil supplémentaire qui permet en fait d'être plus agile sur l'offre de formation qu'on peut proposer et la façon de la dispenser. C'est en rien une fin en soi. Je crois que quand on est soignant, on va sur ce secteur, on vient sur ce secteur d'activité pour justement garder le contact. Et on est loin d'avoir envie de se mettre, comme on peut l'être dans certains secteurs, je pense notamment plus à l'industrie, derrière un ordinateur, à suivre des modules de formation. Donc, on a besoin de s'appuyer quand même sur ces nouveaux outils qui facilitent, encore une fois, sur un plan d'agilité, le suivi de formation. Ça reste quand même bien pratique pour différentes thématiques, pour valider certaines compétences, pour aborder certains points clés, mais ça peut pas être ça peut pas être un outil de formation unique. Donc voilà, donc on essaye, nous, justement, pour pallier à ces difficultés de turnover et à cet absentéisme qu'on peut avoir dans nos modules de formation, parce que c'est pas très agréable d'animer une action de formation quand vous avez 4 ou 5 personnes en face. Hein, la dynamique est pas du tout la même. Donc, on essaye de proposer des outils de formation à distance. Ça fonctionne bien. Ça demande par contre encore une autre implication pour les directeurs d'établissement et les managers pour justement arriver à organiser tout ça, parce que ça s'orchestre une formation à distance. En tout cas, voilà, l'avenir de la formation, il y a encore un bel avenir, parce que de toute façon, on va avoir besoin de ces montées en compétences et d'accompagner les salariés avec des nouveaux outils. Voilà, donc il y a de belles perspectives, mais il va falloir faire preuve d'agilité comme on le fait déjà, hein, et de souplesse sur les différents moyens pédagogiques. Et puis encore plus qu'hier, de l'accompagnement sur toutes ces nouvelles pratiques.
Oui, c'est ça. Alors, on est aussi clairement sur des changements de pratique et donc un accompagnement au changement de pratique, j'imagine, dans le cadre de vos formations. Vous avez parlé tout à l'heure, évidemment, de responsabilités partagées et justement des différents rôles de chacun et de la nécessité de s'adapter au quotidien face justement soit à la logistique, soit aux problématiques de terrain. Oui. J'imagine que vos formations, du coup, englobent tout cet aspect accompagnement psychologique et puis, voilà, évolution des pratiques qui ne sont pas forcément les pratiques pour lesquelles ils ont été formés il y a 10 ou 20 ans. Et puis, enfin, on voit aussi qu'il y a un véritable besoin et une volonté aussi d'accompagner en formation les managers, les encadrants, qui sont un peu les parents pauvres de la formation, parce qu'ils ont souvent tendance à envoyer leurs collaborateurs en formation, mais eux, au final, pas prendre le temps de se former. Et on voit de plus en plus enfin, on a une demande de plus en plus sur des formations à destination des encadrants, du management sur de la formation parce qu'on a tous besoin d'aller en formation pour, voilà, pour actualiser nos pratiques Bien donc oui, entendu. c'est aussi un axe fort qu'on va se développer chez nous sur la prise en compte de cette partie de nos collaborateurs qui n'étaient pas forcément les prioritaires sur les dispositifs de formation jusqu'à présent. Très bien. Je ne sais pas, professeur Salarié ou Pauline, si vous voulez réagir à ce qui a été dit ici. Moi, honnêtement, j'ai pas la compétence sur les plans de formation. Je pense qu'il y a des structures qui font très bien ça. Et en effet, je pense qu'il faut arriver à rendre la formation plus attractive, peut-être plus ludique, avec plus de rétro-enseignement. C'est ce que nous, on fait au niveau des étudiants en médecine. Et ça, je pense que oui, ça parle aux gens, se servir des nouvelles technologies avec des questionnaires type OOCLAP, etc., pour pouvoir faire de l'interaction avec les étudiants. Je pense que oui. Mais ça, je pense qu'il y a des structures spécialisées là-dedans, comme l'est Madame Belay. On peut leur faire confiance sur les innovations de ce côté-là. Pédagogique et didactique, oui. Pauline, coup de fab, oui. Pas sur apporter des chiffres pour essayer de nous éclairer, mais d'un point de vue formation en gérontologie, il y a moins d'1% des infirmiers qui sont titulaires d'une spécialisation en gérontologie. Donc, ça peut s'expliquer aussi parce que la vision négative du vieillissement dissuade les étudiants à s'orienter dans ce genre de filière. Et même quand ils sont en formation, la formation des soignants, des médecins en la gérontologie, ça représente 5% des contenus de base. Donc le vieillissement, il est peu abordé finalement dans les formations, alors que les contenus devraient plutôt intégrer des éléments tels que les facteurs qui participent à une meilleure qualité de vie avec l'avancée en âge, ou encore la compréhension de ce qu'est réellement le vieillissement, et pas seulement d'un point de vue médical ou pathologique, mais de manière plus large. Et si les formations incluent davantage les vieillissements, ça permettrait d'améliorer le suivi des personnes âgées et d'adapter aussi les attitudes des professionnels. Au-delà des représentations du vieillissement, de manière plus générale, les formations sont quand même orientées, les formations, par exemple, sont quand même présentes sur des gestes techniques et des connaissances techniques, mais il y a quand même des études qui ont été réalisées et qui montrent que dans une journée de travail, les gestes techniques, c'est 10% en fait de leur temps de travail. Et donc les 90 autres pourcents de leur temps, c'est des échanges d'informations avec les collègues, mais aussi avec les patients, les résidents, etc. Et donc, ça nous amène peut-être à nous questionner sur le contenu des formations qui devraient inclure d'autres nécessaires au travail des soignants, des professionnels en gérontologie, etc., comme l'empathie, l'écoute, discuter, etc. Enfin, il y a quelques directeurs d'EHPAD qui me disent parfois vouloir que leur équipe prenne plus le temps de discuter avec les résidents et peut-être intégrer le fait que discuter, c'est aussi prendre soin. Donc, voilà, peut-être amener à réfléchir sur le contenu des formations qui, au-delà des connaissances techniques qui sont nécessaires, c'est aussi toutes les autres types de connaissances qui sont tout à fait importantes.
Mm. Tout à fait. Donc, la diversité en fait des compétences, évidemment, qui appréhende l'approche globale finalement de la personne, hein, et donc peut-être avoir des formations dans ce sens-là. Je vais peut-être laisser, du coup, on arrive à la fin de notre webinaire et je vois quelques questions émerger dans le chat. Je vais peut-être laisser, du coup, Jansu les identifier et potentiellement poser des questions à nos intervenants. Et puis, bien entendu, si vous voulez prendre la parole, c'est tout à fait envisageable. Alors, je regarde un peu les questions. Alors, il y a une question qui nous dit les instituts de formation IFSI et IFES n'ont-ils pas leur part de responsabilité dans la décertification des EHPAD? Voilà. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir à ça? Je suis désolé, ça fait que me sortir du truc. C'était quoi le début de la question? Alors, la les question, instituts de c'est les formation. instituts de formation IFSI et IFES n'ont-ils pas leur part de responsabilité dans la décertification des EHPAD? En gros, quelle est la responsabilité potentiellement des instituts de formation de type IFSI dans le fait qu'il y ait donc des difficultés de recrutement dans les EHPAD? Vous allez dire moi, je ne vois pas l'IFSI responsable de ça. L'IFSI, elle n'est pas responsable que. Ah, nous avons perdu. Je suis vraiment désolé, je comprends. Ah, c'est bon, on vous attend à nouveau. L'IFSI, elle n'est pas responsable du fait que la société valorise beaucoup mieux dans sa valeur, entre guillemets, l'infirmière des urgences que l'infirmière de gériatrie, l'infirmière de réanimation que l'infirmière de gériatrie, l'infirmière de cardiologie que l'infirmière de gériatrie. Et c'est aussi sociétal, c'est avec cet agisme sous-jacent aussi. Mais voilà, je pense que ce n'est pas les IFSI qui sont les responsables de ça, parce que moi, pour être allé régulièrement dans des IFSI, j'ai jamais été mal accueilli comme gériatre par les IFSI, au contraire. Donc, je ne pense pas que les instituts de formation aient une responsabilité dans la non-volonté de venir travailler en EHPAD. Par contre, les conditions de travail en EHPAD, les ratios en EHPAD, la charge en soins en EHPAD et, euh, et, euh, et tout ce qui s'ensuit à côté de ça, et je pense que ça a une part de responsabilité dans ce non-choix des EHPAD par rapport à d'autres services. Ce que je dis pour la gériatrie, c'est aussi valable pour la psychiatrie, hein. La psychiatrie, c'est pas attractif sociétalement parlant. Et voilà, c'est bof d'être infirmier en psychiatrie aux yeux de la société. Il y a quand même un regard négatif de la société sur les patients ayant des troubles psychiatriques et sur les sujets âgés. Vous permettez que je réagisse, Nathalie, s'il vous Bien plaît? sûr, allez-y avec plaisir. Bon, alors, bonjour à tous. Monsieur Verroux, là, donc, délégué régional de la FNACPA. J'ai aussi la casquette de directeur d'établissement EHPAD Femmes et Masques. Par rapport à cette problématique, je pense il est trop tard pour rechercher quelques responsabilités que ce soit, compte tenu des alertes des différentes fédérations et des acteurs de terrain qui, depuis plus de 10-15 ans, réclament effectivement des renforts d'équipes auprès des aînés, des personnes âgées, avec un contexte, effectivement, vous le savez, où les demandes et les besoins sont de plus en plus importants et où les budgets, même s'ils ont été effectivement réévalués, sont complètement insuffisamment calibrés par rapport aux défis actuels que sont le surcoût des entrants, c'est-à-dire des charges de personnel, accéléré par les phénomènes de CDD, de fausse précarité dont on use, phénomènes intérim, etc., etc. Tous les établissements EHPAD sont confrontés à l'heure d'aujourd'hui à à un insupportable surcoût
des charges d'intérim et de charges de CDD. Pour exemple, nous ne pouvons plus, à l'heure d'aujourd'hui, recruter quelqu'un en CDI puisque les professionnels soignants demandent des CDD pour effectivement bénéficier du plus de latitude et de ce qu'on appelle la précarité 10% et les congés payés 10%. C'est en train de dynamiter réellement nos institutions puisque ça crée un véritable fossé entre les professionnels et les intervenants. Alors, on peut le comprendre. Malheureusement, devrais-je le dire, alors je m'en cache devant mes équipes, mais c'est très compliqué pour un soignant en CDI qui a une dizaine d'années d'intervention au sein d'un établissement de se rendre compte qu'il a 2 fois moins de congés dans l'année et qu'il gagne au final beaucoup moins que quelqu'un qui va venir travailler sur des missions CDD ou intérim comme il le souhaite, comme il l'entend. Sur 4 intérimaires cette semaine, 2 ne se sont pas présentés, n'ont même pas appelé. On est sur une déconnexion totale des notions d'engagement et de bienveillance et de bientraitance avec effectivement cette pénurie professionnelle qui nous terrasse tous. On parlait des formations, vous savez qu'à FNACPA, nous avons beaucoup travaillé et animé et qu'on est porteur de différents projets au niveau des formations. L'enjeu, comme le rappelait justement le professeur Célarier tout à l'heure, c'est d'arriver à continuer à former nos piliers des équipes pour arriver à leur apporter des stimuli professionnels. Et bien, l'énorme difficulté, c'est que nous abandonnons certains professionnels en formation, enfin nous abandonnons, on les sort des items de formation prévus, parce qu'il faut assurer le matin l'absence de 3-4 personnes au niveau des équipes, avec toute la déchéance d'accompagnement que ça peut représenter dans des établissements. Pour répondre à la problématique salariale, effectivement, nos métiers sont des métiers ingrats. Travailler au contact, effectivement, de personnes vulnérables, malades, vous le savez tous, peut poser des difficultés. Je pense, on en avait déjà parlé lors des précédents groupes de travail, qu'il est urgent que le travail soit mené aussi en lien avec l'éducation nationale et autres pour anticiper une connaissance du sujet âgé par les plus jeunes, désacraliser la problématique de la personne âgée et arriver à lutter contre cet agisme permanent sur lequel on est amené à se battre. La problématique des salaires a été quand même, on peut le dire, même si ça peut être jugé insuffisant par tout un chacun, mais quand même assez exemplaire dans le cadre du Ségur. Je vous donne des exemples. Les évolutions salariales, nous, depuis 3 ans et demi, pour une aide-soignante, c'est de l'ordre de 23 à 24% d'augmentation salariale. On entendait encore, il y a seulement quelques mois, certains intervenants indiquaient qu'il était inadmissible. On comprend pourquoi des aides-soignants, avec des années d'intervention, sont encore limite payés au SMIC. Alors, on confond tout. On confond effectivement les salaires de base. Je prends l'exemple de l'associatif. Toutes les primes, si je prends le cas de nos établissements, sont calculées dans le total du brut, qui participent à la vieillesse, qui participent aux différentes cotisations. Donc, il faut arrêter de parler et reprendre par rapport au salaire de base. Si je prends une aide-soignante, moi, en CDI, hors ancienneté, on est sur des salaires qui frisent avec les 2350 € bruts par mois, contre un SMIC à 1747. On est quand même, sauf erreur de ma part, sur des salaires qui sont de l'ordre de 1800 et quelques euros nets par mois pour 35 heures travaillées. Alors certes, c'est un métier pénible, certes, c'est un métier compliqué. La difficulté, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, les établissements ne peuvent pas faire mieux avec des dotations. J'ai reçu ma dotation dépendance à l'heure d'aujourd'hui pour notre EHPAD. On sait qu'on doit faire face à une inflation qui a été de 5,2, 5,4 et 6% sur ces 2 dernières années. On nous annonce du 2,3 l'année prochaine. On a un taux d'évolution du budget du forfait dépendance qui paye une partie des charges des aides-soignants, pour ne pas les nommer, qui est de 1,5% pour 2024. Comment voulez-vous tenir avec 1% d'augmentation de 2024 face au contexte socio-économique et aux demandes effectivement des salariés? Pour en revenir, les salaires ont été certes effectivement valorisés et c'était salutaire, mais ça a aussi eu d'autres effets pervers, puisque ces salaires revalorisés sont utilisés à l'heure d'aujourd'hui comme une base de traitement pour les gens qui se présentent sur des CDD ou des missions intérim, impactant d'autant plus les financements et les budgets des établissements. Autre problématique, on a vu apparaître aussi des personnes qui, comme on est dans un État qui effectivement
à différents amortisseurs sociaux, économiques, des différents acteurs ont demandé plutôt des baisses de temps de travail, alors même qu'on avait besoin de plus d'acteurs sur le terrain, au motif que gagner plus, c'est très bien. Le problème, c'est que c'est des aides qui vont être perdues, et du coup, certains professionnels ont fait le choix de baisser leur temps de travail aussi en gagnant ce qu'ils gagnaient avant. Voilà. Le problème, c'est qu'on est tous autour de la table à se gratter la tête. Il apparaît essentiel à l'heure d'aujourd'hui de proposer des formations à nos piliers d'équipe pour que ces piliers deviennent des vigies. On a un delta important entre les nouveaux entrants sur le terrain, quand bien même ils soient diplômés, le peu qu'on trouve, par rapport aux attendus des équipes en présence et des attendus des usagers. On a vraiment alors je ne veux pas être un jeuniste, il y a beaucoup d'agistes, je ne veux pas être un jeuniste, mais il y a effectivement un véritable écart à l'heure d'aujourd'hui de positionnement, et je pense qu'il y a un énorme travail d'accompagnement, de formation de terrain sur le bas à bas du savoir-être et du savoir-faire, et ça, il faut absolument qu'on arrive à le travailler. J'insiste sur la formation des piliers d'équipe pour avoir ces missions de manager de proximité au sein de nos équipes. Autre élément pour les EHPAD, on a dynamité complètement tout le travail social que nous menions avec nos équipes qui étaient en place pendant des années. Il apparaît essentiel que les acteurs de terrain se battent pour majorer les effectifs et le temps de fonctionnement pour de la vie sociale et de l'accompagnement social de nos habitants au sein des établissements, qui, les trois quarts du temps, sont aussi confrontés avec des problématiques de désertification familiale, si je puis dire, puisque l'EHPAD doit aussi gérer énormément de choses du volet social et animation pour nos nouveaux habitants et usagers d'EHPAD. Voilà, c'était un petit peu long, je suis désolé, mais ça permet quand même de reposer que deux, trois petits éléments importants. Merci. Merci, Monsieur Véraud. Évidemment, pour l'ensemble de ces commentaires et ces réactions sur tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. Écoutez, merci pour ce témoignage, et en tout cas, on a bien noté en effet ces formations proposées potentiellement aux piliers d'équipe, et puis cet accompagnement de terrain qui semble être nécessaire, et notamment sur le lien et la vie sociale, pour vraiment résumer vos propos qui étaient beaucoup plus denses que cela. L'heure avance. Je vous propose peut-être de prendre une dernière petite question, et puis après de conclure le webinaire. Bien entendu, on restera disponible pour échanger, mais il me semble que l'intervention de François Véraud est revenue sur pas mal de questions qui avaient été évoquées dans le chat. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Il y a quelqu'un qui dit il y a aussi la question des conditions de travail qui ne favorisent pas la fidélisation des professionnels. Comment faire pour maintenir les professionnels? Je crois justement que l'intervention de François Véraud a apporté quelques éléments. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur justement cette question de maintenir les professionnels en place dans des conditions favorables de travail? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. C'est sûr qu'il y a un enjeu autour des ratios. Mais qui finance le ratio? Est-ce qu'on est d'accord pour augmenter les impôts? Est-ce qu'on est d'accord pour baisser la dotation peut-être d'autres secteurs du soin? Mais une chose est sûre, hein, il y avait des députés qui se posaient la question d'intégrer dans la loi des ratios de soignants à l'hôpital. Est-ce qu'il faut intégrer aussi dans la loi des ratios de soignants dans le médico-social, au domicile? C'est une question qui a des implications, parce que ça veut aussi dire que le jour où vous ne respectez pas le ratio parce que vous avez votre intérimaire qui n'est pas venu, vous faites quoi? Vous renvoyez chez eux le résident, vous renvoyez chez lui le patient, vous n'allez pas offrir le soin à domicile. Donc, c'est là où c'est compliqué, c'est que c'est bien beau de vouloir des ratios, et je suis plutôt pour, mais le problématique, c'est que si on est rigide sur les ratios, on fait quoi lorsqu'on n'est pas au ratio? Moi, j'ai pas une vigilance, si je puis me permettre, professeur. Je suis effectivement d'accord par rapport à ces ratios, puisque au niveau national, nous sommes inférieurs aux ratios, par exemple, des pays européens en termes du Nord, pardon, de l'Europe en termes d'accompagnement de nos aînés. Il nécessite effectivement une action du gouvernement pour être majoré, ça c'est évident.
mais c'est là encore le serpent qui se mord la queue, puisque mieux accompagner, et pour répondre à la question, mieux travailler, les conditions de travail sont intimement liées au nombre de professionnels au chevet des usagers. Le problème, c'est que c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de professionnels, et pour autant, on a besoin de plus de professionnels pour assurer une qualité de travail, une qualité de vie au travail de nos équipes qui sont de moins en moins nombreux. Donc, la difficulté, elle est immense. Attention néanmoins aux ratios, puisqu'il y a ratio et ratio, et façon, on utilise les ratios. Bien souvent, chaque fois qu'on nous a collé des ratios en termes d'indicateurs, on nous a toujours ramené à des ratios dont, effectivement, comme le disait le professeur Célarier, l'obligation de tenir des ratios. Et deuxième élément, on nous ramenait aussi à des ratios qui étaient non plus des planchers, mais des plafonds. Et il y a aussi des spécialités, des accompagnements d'EHPAD qui sont aussi différenciés. Un EHPAD qui accompagne des personnes handicapées vieillissantes, souffrant de handicap, pardon, et des personnes qui sont souffrant de troubles psychiatriques, de maladies neurodégénératives, etc., c'est comment on l'utilise. Certes, on le sait, le pathos et le GIR sont des outils qui ne sont pas forcément les plus adaptés et les meilleurs. Néanmoins, si d'emblée on avait lancé une revalorisation de la valeur du point depuis des années au niveau de ces indications GMPS, les directeurs d'établissement auraient réutilisé ces moyens supplémentaires pour majorer leurs effectifs, gonfler les équipes auprès des aînés, et on n'aurait pas les difficultés. Et on aurait pu agir aussi sur tout ce qui était dispositif de prévention, cher à la stratégie et à la politique du gérontopôle. Et c'est ce qui pêche aussi. Et c'est ce qui a malheureusement, comment dirais-je, abîmé et écorné largement l'image des EHPAD, qui sont devenus pour beaucoup des lieux de fin de vie, alors que justement, il fallait continuer à avoir des EHPAD qui soient des lieux de vie avant tout, où on soigne correctement, avec des effectifs en nombre et renforcés, et travaillant sur les sujets de la prévention pour les personnes âgées. Alors, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, François, sur les ratios, c'est compliqué de les appliquer, mais à la base, quand même, intellectuellement, je suis plutôt pour. Hein. Il y a une étude australienne qui a montré qu'on réduisait dans le secteur du soin la mortalité de 15% si on améliorait les ratios de soignants. Donc, ça veut dire que quand même, la baisse des ratios bas dans le soin ont un impact, certes, sur la qualité de vie professionnelle des agents, ont un impact sur la satisfaction des agents au travail, mais a surtout un impact au niveau de la santé. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas oublier que derrière tout ça, on prend en charge des patients ou des résidents et que toutes les décisions qui sont prises ou Aïe, je crois qu'on a perdu à nouveau le professeur Célarier. Oui, on n'a pas entendu la fin de votre phrase, professeur Célarier. Si? Vous nous entendez? Non, ça n'a plus l'air. Écoutez, en tout cas, je vais peut-être du coup reprendre la main. Merci en tout cas évidemment aux intervenants. Merci Monsieur Véraud également pour tous ces compléments. Je vous propose de conclure rapidement. Évidemment, merci pour la qualité des échanges et puis vos interactions. Je vois en effet, hein, et je reprends ce qui est noté dans le chat, je crois qu'il y a une certaine... un certain consensus autour du fait de former la personne âgée dans sa globalité et justement toutes ces questions de sens et de contexte justement pour favoriser justement l'engagement des professionnels de santé. Alors, on pourrait reprendre évidemment à Becker justement toute la stratégie d'engagement pour justement favoriser le sens que notre pratique professionnelle peut avoir et justement s'y impliquer et favoriser une prise en charge optimale des personnes âgées.
Tout simplement, en conclusion, pour ceux que ça intéresse, bien entendu, vous pouvez suivre le projet Eldicare en vous mettant en lien avec le gérontopole Aura. Vous aurez toutes les informations nécessaires, évidemment, sur le site, également sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, on vous invite à venir rencontrer les équipes et en l'occurrence, ben voilà, les porteurs, les leaders d'axe sur le volet attractivité des métiers et formation. Le Gérontopole actuellement n'est pas organisme de formation, mais peut justement compter sur la richesse de son territoire, à l'image du campus des talents, mais également auprès justement potentiellement des intervenants de la FNACPA, pour ne citer que. Et quoi qu'il en soit, c'est vraiment des thématiques que l'on souhaite approfondir puisque cela répond réellement à une vraie problématique de terrain. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, que ce soit sur le Gérontopole, potentiellement via le projet Eldicare. Et puis, du coup, je remercie une nouvelle fois, évidemment, nos leaders d'axe et les organisatrices de ce webinaire qui se reconnaîtront. Merci à toute l'équipe. On reste évidemment à votre disposition. Juste pour dernier complément, vous trouvez le webinaire sur le site consultable en replay. Grand merci à vous et puis bonne fin de journée. Merci, bon après-midi. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci à vous.